très, 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 très brouillé. Et moi, au milieu de tout ça, je ne savais plus qui j'étais. Ouais. Si j'étais ce que je ressentais être à l'intérieur. J'ai vécu l'enfer. C'est avec ces 3 mots, simples et terribles, que tout a basculé. Après 8 années de silence, Vanessa Demouy a fissuré d'un seul souffle l'image d'un couple que la France croyait indestructible. Pas d'annonce calculée, pas de mise en scène, une phrase nue, presque chuchotée, et le conte de fées s'est effondré. On la pensait protégée par la lumière. Actrice aimée depuis les années 90, sourire reconnaissable entre mille, carrière solide, maternité rayonnante. Vanessa incarnait pour beaucoup une forme de réussite tranquille. À ses côtés, Philippe Lelouch, esprit brillant, figure populaire, homme de théâtre et de télévision. Ensemble, ils formaient ce que les magazines appellent un couple idéal. Les tapis rouges, les soirées, les interviews complices, tout semblait aller de soi. Et pourtant, ce jour-là, devant les caméras, Vanessa n'a pas raconté une séparation ordinaire. Elle n'a pas parlé d'un amour qui s'éteint doucement. Elle a parlé d'un cauchemar conjugal. D'une façade entretenue au prix de sa santé, de son équilibre, de sa vérité. Je ne pouvais plus porter ce masque, a-t-elle murmuré, comme si, pendant toutes ces années, elle avait appris à respirer derrière un sourire figé. La France a retenu son souffle. En quelques heures, les réseaux sociaux se sont embrasés. Des messages de soutien ont afflué par milliers. Des téléspectateurs abasourdis écrivaient « On croyait voir un bonheur simple, on découvre une douleur invisible ». Les plateaux télé ont ouvert des éditions spéciales. Les chroniqueurs, les psychologues, les sociologues ont commencé à analyser ce qui, soudain, dépassait le cadre d'une histoire de couple. Car derrière le visage de l'actrice se dessinait autre chose. Le portrait d'une femme qui, après tant d'années, osait enfin dire ce que tant d'autres taisent. Mais ce qui a le plus troublé l'opinion, ce n'est pas seulement la révélation, c'est le contraste. Comment un enfer peut-il se dissimuler si parfaitement derrière le glamour ? Comment un mariage que l'on croyait solide peut-il n'être qu'une scène, un décor, un mensonge répété jusqu'à devenir crédible ? Vanessa a parlé d'une vie où l'on sourit pour rassurer les autres, où l'on se tait pour protéger les enfants, où l'on accepte l'inacceptable parce que l'image publique pèse plus lourd que la vérité intime. Dans sa voix, il n'y avait ni vengeance ni théâtre, seulement une fatigue ancienne, celle des combats menés en silence. J'ai mis des années à l'admettre, a-t-elle confié. Cette phrase, à elle seule, raconte l'enfermement. Car admettre, c'est reconnaître qu'on s'est perdu. C'est accepter que ce que l'on croyait être un refuge était devenu une prison. À cet instant, une question a traversé le pays comme un frisson. Que s'est-il réellement passé derrière les portes closes de ce couple que nous admirions ? Était-ce un malentendu, une accumulation de blessures ou quelque chose de plus sombre ? Et surtout, combien de vies ressemblent à la sienne, dissimulées derrière des apparences irréprochables ? Ce n'était plus seulement l'histoire d'une actrice, c'était le miroir d'une génération de femmes pour qui partir n'a jamais été un geste simple. Peur du jugement, pression des rôles, amour pour les enfants, poids de la réputation. Vanessa venait de briser l'omerta, mais en parlant, elle ouvrait aussi une porte sur une réalité que beaucoup préfèrent ne pas voir. Car lorsqu'un conte de fées s'écroule, ce ne sont pas seulement des illusions qui tombent, ce sont des silences qui se mettent à résonner. Et dans ce vacarme soudain, une vérité commence à émerger. Ce que nous croyons connaître n'est parfois qu'une mise en scène. Quand les caméras s'éteignent, il reste la nuit. Et c'est dans ces nuits-là, dit Vanessa, que tout prenait sa véritable dimension. Non pas des disputes spectaculaires, non pas des scènes de film, mais quelque chose de plus insidieux. La solitude à deux. Vivre sous le même toit et pourtant se sentir étrangère. Partager une vie et n'avoir plus personne à qui parler. Après la naissance de leurs enfants, raconte-t-elle, un basculement s'est opéré. Là où elle espérait un refuge, elle a découvert un désert. Les nuits blanches, les angoisses, les responsabilités qui s'accumulent, et l'autre qui s'absente. Pas seulement physiquement, mais émotionnellement. Je me suis retrouvée seule à porter la maternité, a-t-elle confié. Seule à calmer les peurs, seule à maintenir une maison debout, seule à préserver pour les enfants l'illusion d'une normalité. Ce qu'elle décrit n'est pas une violence qui laisse des marques visibles, c'est une violence invisible, l'indifférence,
le retrait, la dévalorisation silencieuse, une forme d'usure lente qui ne fait pas de bruit mais qui ronge. On ne vous frappe pas, on ne vous menace pas, on vous laisse simplement comprendre, jour après jour, que votre douleur n'a pas d'importance. Et dans ce silence, on commence à douter de soi. Vanessa parle d'une dépression profonde, de médicaments pour tenir, de ce moment où le corps dit « stop » alors que l'esprit s'obstine à sauver les apparences. Je devais sourire, encore et toujours, parce que tout le monde voulait voir une femme heureuse. Cette phrase, elle la prononce sans colère, presque avec pudeur. Comme si le plus dur n'avait pas été la souffrance elle-même, mais l'obligation de la cacher. Pourquoi ne pas partir plus tôt ? C'est la question que beaucoup se posent, parfois avec une simplicité cruelle. Mais partir, pour une femme de sa génération, n'est jamais un geste abstrait. Partir, c'est affronter le regard des autres. C'est risquer de briser l'image d'un foyer, de décevoir, d'être jugé. C'est aussi penser aux enfants, leur stabilité, leur équilibre, leur avenir. Et puis il y a cette voix intérieure qui murmure « ce n'est pas si grave, tu exagères, d'autres vivent pire ». Une voix qui, à force de se répéter, devient une prison. Elle n'était pas enchaînée par la peur spectaculaire, mais par quelque chose de plus subtil. La peur de détruire ce que l'on a construit, peur de l'après, peur de la solitude officielle. Peur aussi d'être celle qui échoue, car dans un monde où l'on célèbre les couples durables, reconnaître que l'on souffre revient parfois à admettre une défaite. Et pourtant, au fil des mois, le vernis s'est craquelé. L'épuisement s'est installé. Les silences sont devenus plus lourds que les mots. Ce n'était plus seulement une fatigue passagère, mais un sentiment d'enfermement. C'était une prison dorée, dira-t-elle plus tard. Dorée parce que tout semblait parfait de l'extérieur. Prison parce qu'à l'intérieur, elle ne se reconnaissait plus. Ce qui bouleverse dans son témoignage, ce n'est pas la plainte, mais la lucidité tardive. Elle ne se présente pas comme une héroïne, elle se décrit comme une femme qui a mis du temps à comprendre ce qu'elle vivait. Une femme qui a accepté trop longtemps l'inacceptable parce qu'elle croyait protéger ceux qu'elle aimait, comme si le sacrifice était devenu une seconde nature. Et soudain, une autre question se pose, plus dérangeante encore ? Combien de vies mortes ressemblent à la sienne sans jamais trouver de mots pour se dire ? Combien de femmes, dans l'ombre, sourient à table alors que tout en elles se fissure ? L'histoire de Vanessa n'est plus seulement celle d'une actrice, elle devient celle d'un silence collectif. Mais derrière ce silence, il y avait aussi un autre visage, un autre rôle, un autre homme que le public ne voyait pas. Et c'est là que le récit prend une tournure plus sombre encore. Car si Vanessa a souffert en silence, c'est aussi parce que dans l'ombre du couple idéal se dessinait une réalité que personne ne voulait regarder en face. Quand Vanessa a commencé à parler, elle n'a pas seulement évoqué sa douleur, elle a aussi, presque malgré elle, dessiné le portrait d'un homme que le public ne reconnaissait pas. Car Philippe Lelouch, aux yeux de la France, était ce comédien brillant, charmeur, drôle, toujours à l'aise sous les projecteurs. Un homme d'esprit, un compagnon séduisant, un mari que l'on imaginait protecteur. Mais derrière cette image, selon elle, se cachait une autre réalité. Elle raconte un quotidien marqué par l'absence. Pas seulement l'absence physique, les déplacements, les soirées, les engagements professionnels, mais une absence plus cruelle encore, celle de l'attention, de l'écoute, du soutien. Il n'était jamais là, et quand il l'était, ce n'était que pour exiger ou se plaindre, confiera-t-elle plus tard. Des mots lourds, presque difficiles à prononcer, comme s'ils portaient le poids de milliers de non-dits accumulés au fil des années. Puis viennent les accusations plus troublantes. Un mode de vie fait d'excès, de dépenses inutiles, de priorités ailleurs. Vanessa parle d'un luxe superficiel, d'un argent du foyer dilapidé, pendant qu'elle, de son côté, se battait pour maintenir une stabilité pour leurs enfants. « Je me suis battue seule pour que la maison tienne debout », dit-elle. Ce n'est pas seulement une plainte financière, c'est le récit d'un déséquilibre, d'une relation où l'un donne et l'autre prend. Très vite, les médias se sont emparés de ces paroles. Des images anciennes ont ressurgi. Philippe, quittant des soirées mondaines, entouré de jeunes femmes, souriant, insouciant. À l'époque, on parlait d'amitié, de mondanité parisienne, de cette vie nocturne que l'on pardonne souvent aux artistes. Mais replacées dans le contexte des mots de Vanessa, ces scènes prennent un autre sens, comme si soudain, ce qui semblait banal devenait le symbole d'une double vie. Des témoignages indirects ont suivi. Des proches évoquant des absences répétées, un désintérêt croissant pour la vie familiale. Une ancienne employée de maison décrivant des retours tardifs,
des nuits d'ivresse, et Vanessa, seule dans la cuisine, en larmes. Des paroles simples, presque maladroites, mais qui frappent par leur humanité. On ne parle plus de rumeurs abstraites, mais de scènes ordinaires, douloureusement concrètes. Puis sont apparus des éléments plus matériels. Des factures d'hôtels de luxe, des relevés bancaires montrant des dépenses colossales dans des clubs privés, parfois à des dates où, selon Vanessa, elle se débattait pour régler les frais scolaires et médicaux des enfants. Des photos inédites publiées par la presse People, montrant l'acteur dans des dîners intimes entouré de jeunes mannequins. Rien, pris isolément, ne constitue une preuve judiciaire. Mais l'ensemble dessine un tableau qui trouble profondément l'opinion. C'est là que l'histoire devient vertigineuse, car ce que l'on croyait être un simple écart entre image et réalité prend la forme d'une fracture morale. Deux hommes semblent coexister, celui des plateaux télé, cultivé, charismatique, séduisant, et celui que décrit Vanessa, absent, égocentré, parfois même destructeur dans l'intimité. L'homme public et l'homme privé. Pour beaucoup, la question n'est plus seulement de savoir qui dit vrai, elle est de comprendre comment une telle dissonance peut exister. Comment peut-on incarner la légèreté, l'intelligence, l'humanité à l'écran et laisser derrière soi une femme s'épuiser dans le silence? Est-ce le privilège de la célébrité, le pouvoir que donne l'admiration, ou simplement l'aveuglement collectif face à ceux que l'on aime applaudir? Philippe, de son côté, finira par réagir. Il nie en bloc. Tout cela est faux. Je n'ai jamais été l'homme qu'elle décrit. Je refuse qu'on détruise mon image et ma carrière avec des accusations infondées. Des mots fermes, presque cassants. Mais au lieu d'apaiser la tempête, cette défense attise le feu, car chaque dénégation semble désormais se heurter à une nouvelle pièce versée au dossier médiatique. Et c'est là que le récit bascule dans quelque chose de plus vaste qu'un conflit conjugal. Ce n'est plus seulement une femme contre un homme, c'est l'opinion publique qui s'en mêle, les réseaux sociaux qui s'enflamment, les journalistes qui enquêtent, les témoins qui osent parler. Comme si d'un coup, une façade trop bien entretenue se fissurait sous le poids de ce qu'elle dissimulait. Mais à ce stade, une autre question devient inévitable. Sommes-nous en train d'assister à la révélation d'une vérité longtemps cachée ou à la naissance d'un procès médiatique où l'émotion précède la justice? Car lorsque l'opinion s'emballe, lorsque les images circulent plus vite que les faits, la frontière entre information et condamnation devient dangereusement floue. À partir de ce moment-là, l'histoire de Vanessa et de Philippe cesse d'être un drame intime. Elle devient un spectacle public. Les mots se propagent plus vite que les faits. Les images, sorties de leur contexte, circulent comme des verdicts. Sur les réseaux sociaux, deux camps s'affrontent. Team Vanessa contre Team Philippe. Chacun brandit ses certitudes, ses indignations, ses émotions. Et dans ce tumulte, une chose devient évidente. La vérité n'a plus le temps de respirer. Les plateaux de télévision s'enchaînent. Les chroniqueurs analysent, les psychologues interprètent, les sociologues théorisent. On parle de violence invisible, de domination silencieuse, de double vie. Chaque mot ajoute une couche au récit, chaque hypothèse devient presque un fait. Les journaux titrent sur la chute d'une icône, sur l'enfer d'un mariage star. Le drame se transforme en feuilleton, avec ses épisodes, ses révélations, ses rebondissements. Mais au cœur de cette frénésie, une question dérangeante s'impose. Assistons-nous à une quête de vérité ou à une mise en scène de la souffrance? Car le procès ne se déroule pas dans un tribunal. Il se joue sur les écrans, dans les commentaires, dans l'arène émotionnelle de l'opinion publique. Ici, il n'y a ni contradictoire posé, ni temps de l'enquête, ni présomption d'innocence. Il y a des impressions, des récits, des images, et surtout une soif de jugement. Philippe, de son côté, dénonce une chasse à l'homme. Il parle d'une image détruite, d'une carrière menacée par des accusations qu'il juge infondées. Certains le soutiennent, rappelant qu'aucun verdict judiciaire n'a été rendu. Il s'inquiète de ce pouvoir nouveau de la foule numérique capable d'élever ou de briser une réputation en quelques heures. D'autres, au contraire, estiment que la parole de Vanessa vaut reconnaissance, qu'elle porte la voix de celles qui, trop longtemps, n'ont jamais été entendues. La société se divise, non pas seulement sur les faits,
mais sur une question plus profonde. À qui devons-nous croire quand la justice se tait et que la douleur parle ? Faut-il attendre la preuve irréfutable ou écouter d'abord ceux qui osent enfin sortir du silence ? Ce débat, bien au-delà de cette histoire, traverse notre époque. Il révèle notre rapport à la célébrité, à la parole des victimes, et à cette nouvelle forme de tribunal qu'est l'espace médiatique. Car dans ce tribunal-là, tout devient symbole. Chaque photo, chaque facture, chaque témoignage est brandi comme une pièce à conviction. Le contexte disparaît, la nuance s'efface. Ce n'est plus un homme et une femme qui s'affrontent, mais deux récits irréconciliables. Et dans l'ombre de ce duel, une réalité se dessine. La frontière entre information et condamnation s'amincit dangereusement. Pour Vanessa, cette vague médiatique est à la fois une protection et une épreuve. Protection parce qu'elle n'est plus seule. Épreuve parce que sa douleur devient publique, commentée, parfois même instrumentalisée. Pour Philippe, c'est un effondrement progressif. Projet gelé, invitation annulée, regard qui change. Avant même toute décision de justice, la sanction sociale est déjà là. Et nous, spectateurs, où nous situons-nous ? Sommes-nous des témoins attentifs ou des juges impatients ? Cherchons-nous à comprendre ou à condamner ? Cette histoire nous place face à notre propre responsabilité, celle de ne pas confondre émotion et vérité, compassion et verdict. Car si le silence peut être une prison, le vacarme peut aussi devenir une autre forme de violence. Lorsque la tempête médiatique commence à se calmer, les conséquences, elles, demeurent. Car derrière les débats, les plateaux et les hashtags, il y a des vies qui basculent, et peu à peu, deux trajectoires noblées se dessinent, opposées comme deux miroirs brisés. Pour Philippe Lachigi, la chute est brutale. Des projets sont mis en suspens. Des producteurs, prudents, préfèrent tout s'éloigner d'un nom devenu trop lourd à porter. Les rediffusions se raréfient, les contrats s'évaporent, les cercles amicaux se referment. Dans un milieu où l'image est tout, la suspicion suffit à isoler. Des photographies volées le montrent désormais seul, silhouette fatiguée, visage marqué. L'homme que l'on associait à l'esprit, au charme et à la réussite devient peu à peu une figure de disgrâce, sans jugement officiel, sans verdict, mais avec une sanction sociale implacable. Certains y voient une injustice, d'autres une conséquence inévitable. Toujours est-il que le monde de Philippe se rétrécit. La célébrité, qui protégeait hier, expose aujourd'hui, et l'on découvre presque avec effroi à quel point la gloire est fragile lorsqu'elle ne repose plus que sur le regard des autres. Face à cette chute, la trajectoire de Vanessa semble suivre un mouvement inverse. Après les larmes, après la fatigue, quelque chose se redresse. Non pas une revanche tapageuse, mais une renaissance discrète. Sa parole, longtemps contenue, trouve un écho inattendu. Des femmes lui écrivent pour la remercier, des associations la sollicitent. On ne lui parle plus seulement de rôle, mais de témoignage, de transmission, de sens. Elle apparaît désormais autrement, non plus comme l'actrice lumineuse des années passées, mais comme une femme qui a traversé l'épreuve et s'en est relevée. Lors d'une émission consacrée aux survivantes de relations toxiques, elle prononce des mots simples. « J'ai reconstruit ma vie pas à pas, j'ai appris à sourire de nouveau, pas pour les autres, mais pour moi. » Le public se lève, ce n'est pas un triomphe artistique, c'est une reconnaissance humaine. Et puis, il y a les enfants. Longtemps protégés par le silence, ils restent en retrait, loin des caméras. Mais selon des proches, ils ont choisi leur camp. Ils ont grandi dans cette maison où l'on taisait la douleur. Leur soutien devient pour Vanessa un ancrage, une raison de tenir, de se reconstruire. Derrière la figure publique, il y a cette mère qui, enfin, peut regarder ses enfants sans porter le poids du mensonge. Ce qui frappe dans ce face-à-face de destin, ce n'est pas seulement l'opposition entre chute et renaissance. C'est la manière dont une histoire intime devient un symbole. Philippe incarne désormais, pour beaucoup, la fragilité des idoles. Vanessa, elle, devient le visage de celles qui ont souffert en silence. L'un voit son image s'effriter, l'autre voit sa parole donner naissance à une nouvelle identité. Mais cette fracture pose une question plus large, presque vertigineuse. La société a-t-elle besoin de héros et de coupables pour comprendre la complexité des relations humaines ? N'y a-t-il pas, derrière ces figures opposées, des zones d'ombre que ni la lumière médiatique, ni l'indignation collective ne peuvent totalement éclairer ? Car si Vanessa se relève, ce n'est pas parce que l'autre tombe.
c'est parce qu'elle a osé nommer ce qu'elle vivait. Et si Philippe s'effondre, ce n'est pas seulement sous le poids des accusations, mais sous celui d'un système où l'image, une fois fissurée, ne se répare plus. Deux destins, une même histoire. L'un s'éteint dans le doute et l'isolement. L'autre renaît dans la parole et la dignité. Et au milieu, une société qui regarde, juge, s'émeut, parfois sans prendre le temps de comprendre. Au bout de ce récit, il ne reste pas seulement deux noms, deux visages, deux destins opposés. Il reste une question plus vaste, plus inconfortable, qui dépasse largement l'histoire de Vanessa et de Philippe. Que faisons-nous, collectivement, de la parole lorsqu'elle surgit après des années de silence ? Vanessa a attendu 8 ans. 8 années à porter une vérité trop lourde pour être dite plus tôt. Certains lui reprochent ce délai, d'autres y voient la preuve même de la violence invisible qu'elle décrit, celle qui n'enferme pas par la peur immédiate, mais par la honte, le doute, la culpabilité. Le silence n'était pas un choix confortable, c'était une stratégie de survie, pour elle, pour ses enfants, pour l'image qu'elle croyait devoir préserver. En parlant, elle n'a pas seulement raconté son histoire, elle a ouvert une brèche. Dans cette brèche se sont engouffrées des milliers de voix, de femmes anonymes, de récits longtemps tus. Et c'est peut-être là la portée réelle de cette affaire. Elle nous force à regarder ce que nous préférons souvent ignorer. Les blessures qui ne font pas de bruit, les couples qui sourient en public et s'effondrent en privé, les existences qui se maintiennent par habitude, par loyauté, par peur de détruire ce qui semble encore debout. Mais en face de cette libération de la parole, il y a aussi le tumulte, le tribunal médiatique, la tentation de juger vite, de condamner sans attendre, de transformer une histoire humaine en symbole simplifié. La victime est le coupable, la lumière est l'ombre. Or la réalité, nous le savons tous, est rarement aussi nette. La douleur n'abolit pas la complexité. La compassion ne remplace pas la justice. Et la justice, elle, a besoin de temps, de faits, de contradictions. Alors, où nous situer ? Sommes-nous capables d'écouter sans immédiatement trancher, de soutenir sans condamner à l'aveugle, de reconnaître la souffrance d'une femme sans effacer, d'un geste collectif, toute possibilité de nuance ? Ce sont des questions difficiles, mais nécessaires. Surtout dans une époque où une réputation peut s'effondrer en quelques heures, où l'émotion circule plus vite que la vérité. Ce que nous apprend cette histoire, peut-être, c'est que le silence est une prison, mais que le vacarme peut devenir une autre forme de violence. Entre les deux, il existe un espace fragile, celui de l'écoute, de la réflexion, du respect de la complexité humaine. C'est dans cet espace que la dignité peut encore exister. Vanessa, aujourd'hui, incarne pour beaucoup la renaissance après l'épreuve. Elle n'a pas cherché la vengeance, mais la cohérence avec elle-même. Elle a choisi de ne plus mentir à sa propre vie. Et cela, quelle que soit la lecture que chacun fera de cette affaire, reste un acte profondément humain. Alors, je vous pose cette question, à vous qui regardez, qui écoutez, qui avez peut-être traversé des silences semblables. Si vous étiez à sa place, auriez-vous parlé, ou auriez-vous continué à vous taire pour préserver les apparences ? Et si quelqu'un, près de vous, vivait ce qu'elle a vécu, sauriez-vous entendre ce qui ne se dit pas ? Si cette histoire vous a touché, si elle vous a fait réfléchir, alors ne laissez pas ces questions s'éteindre avec la fin de cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Partagez cette vidéo à ceux qui pourraient se reconnaître dans ce silence. Et si vous souhaitez que nous continuions ensemble à explorer ces destins humains, ces vérités cachées derrière les visages publics, abonnez-vous à la chaîne, aimez cette vidéo et rejoignez cette conversation. Parce qu'au-delà des scandales et des gros titres, il y a toujours des vies, et parfois il suffit d'une voix qui ose parler pour que d'autres trouvent enfin la leur.